Salut à tous, c'est 722 et aujourd'hui, mon portefeuille a mal. Donc, petite mise en contexte de la manière que je fonctionne pour enregistrer. Donc, comme je l'ai déjà répété souvent, j'utilise un téléphone pour filmer. Donc, un téléphone Android juste au-dessus de moi. Ce téléphone-là est connecté sur un ordinateur et j'utilise une application qui s'appelle Camo qui permet de faire que l'ordinateur voit le téléphone comme une webcam. Donc, comme ça, je peux l'utiliser dans OBS pour pouvoir mettre le son, pour pouvoir mettre des effets simples quand je veux passer, par exemple, sur l'ordinateur pour montrer quelque chose sur un navigateur, ce genre de choses-là. Donc, pour moi, c'est vraiment très utile de fonctionner comme ça. Le problème, c'est que ça demande énormément de débit USB. Donc, j'ai un petit peu changé avec les semaines, avec le temps, comment ça fonctionne. Donc, à l'origine, j'utilisais mon ordinateur portable ici, mon ordinateur portable personnel, qui est juste un ordinateur portable Ryzen, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça fonctionnait plus ou moins. Donc, un des problèmes, c'est que pour capturer en 1080p, je peux utiliser de l'USB normal, il n'y a pas de problème. Si je veux capturer en 4K, ce que je voudrais vraiment faire, ça va prendre de l'USB qui est quand même l'USB 3.2, génération 3, je ne sais pas avec les noms bizarres d'USB, mais dans le fond, c'est juste ça prend quelque chose qui est vraiment rapide. Le problème avec cet ordinateur-là, comme vous allez peut-être voir, il y a juste de l'USB normal. Donc, il y a un port USB normal de ce côté-là. Et de l'autre côté, il va y avoir un port USB-C qui a la vitesse que je veux. Mais le problème, c'est qu'il est utilisé pour pouvoir connecter l'écran, pour connecter l'Ethernet, un dock tout simplement. Et d'autres ports USB normal, un port HDMI, tout ça. Donc, si je connecte avec un port USB normal, USB-A, le téléphone, je suis limité en 1080p. Dès que je mets en 4K, il y a beaucoup trop de baisse de FPS. Quand je bouge, on voit que ça commence à désynchroniser complètement avec le son. C'est vraiment pas utilisable. En ce moment, pour filmer, à la place, j'utilise mon ancien MacBook Air M1. Donc, lui, il y a des ports USB-C directement, puis c'est des ports USB-C qui sont très rapides. Donc, en théorie, je peux filmer en 4K. Le problème avec ça, c'est que je peux pas vraiment filmer en 4K parce que ça utilise beaucoup de processeurs pour l'enregistrement, puis ça utilise beaucoup de mémoire à l'enregistrement, puis malheureusement, vu que c'est la version 8 GB, ça fonctionne vraiment pas bien après quelques minutes où il y a des désynchronisations un peu comme lui il fait, ou carrément l'ordinateur plante parce que Camo prend énormément trop de ressources, beaucoup trop de RAM parce que le processeur c'est correct. Donc voilà, malheureusement je suis un peu limité en 1080p en ce moment. Donc avec tout ça, j'étais à la recherche d'un ordinateur qui me permettrait de pouvoir filmer en 4K. Donc c'est un ordinateur qui a besoin d'avoir un processeur assez rapide pour pouvoir faire l'encodage et le décodage. Parce que j'ai des ordinateurs qui peuvent faire l'encodage, mais dès que c'est lire une vidéo 4K, ça marche plus. Donc quand je veux faire les tests pour voir si tout est correct, c'est pas parfait, on va dire. J'avais besoin d'un ordinateur qui était relativement silencieux parce que j'avais essayé d'utiliser mon ordinateur portable. J'ai montré le problème avec Ryzen, c'est que les fans font quand même relativement de bruit. Donc j'avais pensé à utiliser un mini ordinateur Ryzen. Mais on utilise au travail, le fan fait beaucoup trop de bruit. Donc quand j'enregistre, ça s'entend. C'est pas parfait. Puis je voulais aussi quelque chose qui n'était pas trop cher. J'aurais pu acheter quelque chose qui est beaucoup plus puissant puis qui est fait pour l'enregistrement, tout ça. Le problème, c'est que c'est cher. J'ai pas tant d'argent que ça. Donc, c'est là que j'attendais l'annonce d'Apple de leur nouveau Mac Mini. Donc, et dès qu'ils l'ont annoncé, je l'ai précommandé. Et je l'ai reçu. Donc, pourquoi un Mac Mini? Donc, j'ai cru voir que l'application Camo fonctionne beaucoup mieux sur macOS que sur Windows. Je sais pas trop pourquoi. Après ça, comme j'ai dit, il y a ce que je veux, donc il y a de l'USB-C directement. C'est de l'USB-C rapide. En fait, c'est des ports Thunderbolt 5, je crois, même sur celui-là. Le nouveau modèle a finalement 16 GB de RAM par défaut. Apple, pourquoi vous avez mis 8 GB de RAM sur vos ordinateurs pendant aussi longtemps? C'est stupide! En tout cas, par la même occasion, c'est aussi un ordinateur qui peut potentiellement faire le montage. Donc, normalement, je fais le montage sur mon ordinateur personnel normal, qui est mon ordinateur de bureau, qui est un Ryzen 5600X avec une Radeon 6700 XT. J'utilise DaVinci Resolve maintenant pour faire les montages. Ça fonctionne bien. Le problème, c'est que ça utilise
énormément d'électricité parce que c'est un ordinateur gaming, donc ça va prendre plusieurs centaines de watts. C'est relativement rapide, mais ça va faire beaucoup de bruit. Quand ça fait ça, je peux pas utiliser mon ordinateur en même temps. Donc, voilà, donc je pense que cet ordinateur-là peut être pas pire pour faire ça. Donc, c'est le modèle de base, donc c'est juste le nouveau M4 normal, c'est pas le M4 Pro. C'est le modèle avec 16 Go de RAM. Je pense pas avoir besoin de 24 Go de RAM pour ça. J'ai quand même upgradé le SSD parce que j'aime, pour faire les montages, je travaille avec des SSD externes, mais pour filmer les vidéos en tant que telles, j'aime mieux travailler directement sur le SSD interne pour pouvoir mettre les rushs directement. Donc, on va ouvrir ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que la boîte est quand même relativement... C'est un cube. C'est beaucoup plus gros que les boîtes, je crois, que les Mac Mini utilisaient jusqu'à présent. J'ai jamais eu de Mac Mini 9. On va quand même voir un peu ce que ça donne. Donc, tout autour, il n'y a aucune information. Juste Mac Mini. Puis en arrière, il y a une coupe d'informations pas très importante. Ben, ça dit c'est quoi? Donc, Mac Mini avec Apple M4, 16 Go de RAM, puis l'SSD 512 Go. Donc, il y a ça que j'ai upgradé parce que de base, c'est encore 256. Pourquoi Apple? Pourquoi vous êtes cheap à ce point-là? Upgrader à 512 GB, c'est 250 $. Un SSD 500 GB NVMe sur Amazon, ça coûte 75 $. Apple! Pourquoi? Bon. C'est moi qui ai décidé d'acheter ça, hein? On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, l'emballage est tout fait en carton, ce qui est standard pour Apple depuis quelques années. Donc, on va voir. Donc, c'est finalement un nouveau modèle parce que Apple ont utilisé le même design pour les Mac Mini de 2010, plus ou moins, à 2023, donc avec le M2. Le 2010 avait une fente pour pouvoir mettre un DVD. Le 2011 s'était débarrassé, mais théoriquement, c'est la seule différence. Ils ont juste enlevé ça. Donc, le design était basiquement le même pendant très longtemps. Donc, voilà. Et comme vous pouvez voir, le Mac est vraiment très petit, beaucoup plus petit que l'ancien modèle. Donc, on va comparer ça avec l'ancien modèle, justement, à quoi ça ressemble. Avant ça, on va juste finir de l'ouvrir. Donc, tout l'emballage est fait en papier. Encore une fois, ça, c'est très standard pour Apple maintenant. Dans la boîte, il y a tout simplement le fil pour le brancher dans le courant. Donc, ça, c'est bien, malgré la petite taille, il y a quand même un power supply intégré. C'est pas... je ne me serais pas plaint, ça avait utilisé un chargeur USB-C, mais bon, ça avait utilisé juste une grosse boîte, un gros chargeur externe. J'aurais fait avec, je pense pas que c'est si grave que ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas aimé ça. Donc voilà, c'est tout simplement un connecteur en 8, comme on peut appeler. Donc le câble est quand même bien, c'est quand même une bonne qualité, il est tressé, et le Mac en tant que tel. Donc, il est vraiment très petit, on va comparer ça avec les anciens modèles. Donc, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Donc, il y a le connecteur de courant, le port Ethernet, donc tant mieux qu'il soit intégré, un port HDMI. Je suis vraiment content qu'il l'ait laissé, qu'on n'ait pas nécessairement besoin d'utiliser l'USB-C. Je crois qu'on peut connecter jusqu'à 3 écrans maintenant sur les M4. Dans les anciennes générations, c'est un seul écran. C'est un peu tannant. Donc, 3 ports USB-C ou c'est Thunderbolt, ceux-là, je crois. Donc, sur le côté, il n'y a rien. En avant, ça aussi, c'est vraiment bien. Ils ont enfin mis des ports en avant. Le Mac Studio faisait ça, mais le Mac Studio est un ordinateur beaucoup plus cher, beaucoup plus pro. Donc, c'est la première fois que c'est sur leur modèle entrée de gamme, si on veut. Donc, toujours 2 ports USB-C ici, un port pour les écouteurs, rien sur le côté. Et en dessous, quelque chose que j'ai vu beaucoup de monde rire, le bouton Power est rendu là. Pourquoi Apple? C'est encore une fois... Ok, c'est pour que ça soit super beau, mais j'en ai vu dire, pourquoi ils n'ont pas fait, par exemple, que juste le logo Apple clique, on puisse le cliquer puis ça l'ouvre. Ça aurait pu se faire, mais bon, en tout cas. Donc, en bas, le bas, ce que j'ai vu, il s'enlève pas. Je sais pas comment on pourrait ouvrir ça. Il y a, fait intéressant, le SSD là-dedans est remplaçable, mais il n'est pas upgradable parce que ça veut dire que le SSD, c'est un format propriétaire qui doit être enregistré dans le firmware par Apple. Merci Apple, merci, vous êtes tellement gentils avec les, pour pouvoir réparer nos affaires qu'on a payé. Bon. Fait que, what the... Ok, je savais que le bouton power en dessous est un peu tannant, mais là, je suis en train de voir que vraiment, quand il est là, le doigt passe vraiment pas. On n'a pas le choix de le lever pour appuyer. Ok, c'est un peu stupide. Ok. Si on veut. Donc maintenant, on va le comparer avec l'ancien modèle.
Donc ici, j'ai un Mac Mini 2011 parce que c'est le seul modèle que j'ai. Donc vous pouvez voir que côté taille, il est vraiment beaucoup plus gros. En sachant quand même que le Mac Mini 2011 est vraiment pas un gros ordinateur. Ça reste quand même vraiment petit. Donc en avant, comme j'avais dit, il n'y a absolument rien. Mais on voit quand même que c'est très semblable. Il est plus épais. Je dirais pas 2 fois. Non, il n'est pas 2 fois plus épais. Mettons peut-être une demi-fois plus épais. Ce qui peut. Peut-être que pour les entreprises qui mettent ça dans des racks, ça peut être un peu tannant. Donc en arrière, lui, encore une fois, c'est un 2011, fait que c'est sûr que les ports vont être un petit peu passés date comparé au plus récent, mais vous pouvez voir que ceux-là étaient faits en plastique en arrière avec ici pour faire sortir l'air. Donc sur le nouveau modèle, c'est juste en dessous, comme les Mac, comme le Mac Studio. Vous voyez que le port de courant est exactement le même. Après ça, le port Ethernet était là. HDMI, ça change pas. Après ça, tous les autres ports sur les derniers modèles M1, M2, puis même Intel. Évidemment, il n'y avait plus autant d'USB normal. Il n'y avait plus de Thunderbolt. Ça, c'est du Thunderbolt 2. Ça doit être du FireWire 800 peut-être. Port carte SD, bon, c'est ça. Ça, ce genre d'affaires-là, ça n'existait plus sur les plus récents, mais il y avait quand même de l'USB normal. Donc, celui-là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'USB type A, ce que je trouve un peu tannant. Heureusement, des adaptateurs, c'est vraiment pas cher, mais pourquoi pas? Est-ce que ça. Juste mettez un port USB de plus, genre ici, juste au-dessus. Ok. Puis je pense qu'il peut être intéressant à comparer aussi, c'est le comparer à un Apple TV. Donc, comme vous pouvez voir, côté design, c'est beaucoup plus proche d'un Apple TV. Hein, que de l'ancien Mac Mini. Donc, vous voyez que côté épaisseur, bon, l'Apple TV est plus petit, évidemment, parce que c'est juste un beaucoup plus petit processeur ARM, puis voilà. Mais je veux dire, côté épaisseur, c'est vraiment semblable. Lui, il est tout fait en plastique, lui, il est fait en aluminium. Si on regarde en arrière, on voit aussi que les deux sont surélevés. Lui est beaucoup moins surélevé, mais les deux, ils sont quand même. Puis en arrière, vous voyez aussi que c'est un peu semblable. Donc, le même port de courant, encore une fois. Celui-là est noir, c'est un peu dur à montrer. Le port Ethernet, parce que ça, c'est un modèle 128 Go, donc il y a le port Ethernet. Si vous avez un modèle 32 Go, il n'y a pas le port. Puis un port HDMI ici. Donc lui, il n'y a aucun port USB. Mais sinon, vous voyez que vraiment, côté design, c'est beaucoup plus proche, je crois, de ça, puis ou d'un Mac Studio, que du Mac Mini que ça remplace. Donc, il est ouvert. Maintenant, on va juste le connecter puis voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais pas vous montrer la mise en place initiale, connecter les comptes, retélécharger mes applications, ce genre de choses-là. Donc, on va se retrouver quand tout va être fonctionnel puis qu'on va pouvoir faire des petits tests. Nous sommes donc quelques jours plus tard maintenant que j'ai à peu près retrouvé ma voix. Donc j'ai pu utiliser un petit peu le Mac dans les derniers jours. Puis sincèrement, je suis quand même assez content de ce que j'ai pu voir. Donc on va le montrer que je suis bel et bien dessus. Donc Mac Mini 2024, Apple M4, mémoire 16 Go, Macintosh HD, pas touché à ça. Numéro de série, je pense pas que c'est utile que je le cache. Sequoia 15.1. Donc quand je l'ai eu, il était encore sur 15.0. Donc il y a eu un update à faire de ce côté-là. Donc on peut voir encore une fois ici, écran, bon, j'ai juste connecté un écran 24 pouces 1080p, tout ce qu'il y a de plus normal pour mes tests initiaux. Donc on peut voir ici que 500 Go le SSD, il y a beaucoup, il est quand même assez utilisé parce que j'ai mis un paquet de trucs inutiles que je vais me débarrasser un petit peu. Donc j'ai fait un test Geekbench pour pouvoir comparer et sincèrement, c'est littéralement la machine avec le meilleur score monocœur que j'ai jamais pu tester. La deuxième machine étant mon MacBook Air 2020, lequel que je suis en train d'utiliser pour filmer d'ailleurs, qui est un M1, donc M1 8 cœurs, donc ça c'est un M4 10 cœurs. Le 10 cœurs, je crois que c'est 4 cœurs de performance, 6 cœurs basse consommation. Donc, c'est quand même très bon. Ici, ça, c'est ma machine ordinaire. Donc, vous pouvez voir que c'est un Ryzen 5600X. Il faisait 2260. Donc, c'est pas le processeur le plus récent. On est rendu à la génération 9000. Donc, il y a eu les 7000, les 9000. Ça reste quand même un processeur relativement bon. Je crois pas que les scores monocœur ont vraiment augmenté. Donc, vous voyez que c'est 1600 plus élevé, c'est vraiment ridicule. En multicœur, c'est pas exactement le plus puissant. En fait, oui, vous voyez que c'est le plus puissant, sauf que là, le 5600 est vraiment plus proche.
en sachant que le 5600 est un 6 cœurs 12 threads, qui a aussi évidemment la génération 5700 et 5800 qui sont des 8 cœurs 16 threads. Donc je pense que si c'est un 5800, il dépasserait probablement. Mais en sachant que là, ça c'est 6 cœurs, ben, c'est 12 threads contre 4 cœurs haute performance. C'est vraiment ridicule, surtout en sachant que ça, c'est encore une fois, c'est la version 10 cœurs. Je crois que le M4 Pro est un 20 cœurs. C'est 10 cœurs performance, 10 cœurs basse consommation. C'est ridicule. J'ai aucune machine plus puissante, puis je pense pas que, à part peut-être des i9 puis des Ryzen 9000, voyons probablement Threadripper, ça doit vraiment être un des processeurs les plus puissants qu'on peut trouver pour le moment. Ah, le Pro, en tout cas, pour ce prix-là, parce qu'après ça, encore plus, il y a le max. Donc je pense que la génération M4 est vraiment impressionnante pour le moment. En plus, je crois que c'est même pas une si grosse augmentation que ça, comparé à la génération M3. On va pouvoir comparer les côtés performance, qu'est-ce que ça donne en montage vidéo, comparé justement à mon 5600. Vous voyez que j'avais aussi testé un Ryzen 9 6900 HQ. Vous voyez qu'il est quand même... Il n'est pas si loin que ça, en sachant que ça, c'est une machine à 500$. Ça, c'est une machine à 700 plus taxes. Donc, oui, je crois que ça doit être 950 peut-être avec taxes. Donc, c'est quand même pas si loin que ça, vu la différence de prix. Mais bon, les fans, ça va faire une énorme différence. On va en parler un peu plus tard. J'avais oublié de le montrer, on va le regarder. Donc, le résultat de la carte graphique avec Geekbench, vous voyez que d'un point de vue vraiment juste OpenCL, donc le standard, on est environ au niveau d'une GTX 1060, ce qui est vraiment pas un petit peu plus élevé quand même. C'est vraiment pas mauvais pour une carte graphique intégrée, mais comparé à une vraie carte graphique, voilà, comme une RX 6700 OpenCL ici, pardon, on a 103 000 versus 34 000, 38 000, pardon. Donc c'est pas très impressionnant d'un point de vue purement graphique. Pour une carte graphique intégrée, c'est vraiment excellent. Puis dès qu'on passe en mode métal, là, vous voyez qu'on est à presque... On est dans 50 900, donc presque 58 000. On est beaucoup plus proche d'une GTX 1660 en Vulkan. Donc là, encore une fois, c'est quand même une carte graphique relativement vieille. C'est une carte graphique moyenne gamme dans le temps où elle est sortie. Mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même très impressionnant pour une carte graphique intégrée. Puis j'imagine que si c'était le M4 Pro, qui je crois est une version en plus un peu coupée par rapport à ce qu'on peut trouver dans le MacBook Pro, ça doit vraiment être très bon. Donc comme d'habitude, on va juste montrer quelques jeux. Malheureusement, macOS, il n'y a pas tant de jeux que ça compatibles. Je vais juste montrer Hollow Knight rapidement. Pour aucune raison en particulier, sauf que c'est le jeu que j'utilise tout le temps sur les autres machines pour montrer performance, parce que comme je dis normalement, c'est un jeu qui est facile à faire tourner en 30 FPS. C'est un jeu qui est dur à faire tourner en 60 FPS. Dur pour les ordinateurs qui ont des cartes graphiques intégrées. Donc ça, c'est une carte graphique intégrée, mais en sachant que j'ai oublié de montrer le résultat, ma carte graphique intégrée est pas impressionnante pour une carte graphique dédiée. Dans mon ordi principal, j'ai une 7700 XT. Elle est beaucoup plus puissante, mais ça reste bien en avant de n'importe quelle carte graphique intégrée que j'ai vue. Donc voilà, on est juste un petit 400 FPS, vraiment super facile. Évidemment, là, juste pour aller vous montrer, on doit encore être en faible. Non, on est à moyen, mais bon. Fait qu'on va juste se mettre à haut, 60 FPS. C'est un écran 120 Hz, mais là, pour filmer, je me suis mis en 60. Voilà, 340 FPS, il n'y a vraiment aucun problème. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait de problème avec ce jeu-là. Hollow Knight, c'est vraiment un jeu très facile à faire tourner. Donc, voilà, c'est juste un peu... En sachant quand même que c'est un jeu qui est x86, donc ça utilise ça utilise Rosetta pour pouvoir faire la traduction vers ARM, donc quand même relativement impressionnant. Donc après, j'ai testé Borderlands 2. Je peux vous le montrer rapidement. Ça aussi, c'est un jeu x86 parce qu'il y a vraiment très peu de jeux ARM sur macOS. Il y a très peu de jeux sur macOS déjà. Il y a encore moins de jeux ARM. Je sais qu'il y a Resident Evil 6 puis 7 qui existent. J'aurais aimé ça les tester. Malheureusement, j'ai les ai sur Steam,
mais j'ai pas. La version Steam est pas compatible macOS, c'est juste la version sur l'App Store. Ça me tente pas particulièrement de racheter un jeu à 60$, qui est un jeu que je me fous un petit peu déjà de base. Donc, j'ai aucune raison de le racheter. À ce que j'ai vu, les jeux ont l'air de tourner correctement avec des graphismes relativement bas, moyens. Parce que c'est quand même une carte graphique intégrée, mais bon. Donc, Borderlands 2, sans grande surprise, c'est un jeu qui est sorti au-dessus de 10 ans maintenant. Donc, c'est un jeu qui. Aussi, ça, on peut dire que c'est un jeu qui est relativement facile à faire tourner en low, en sachant que c'est un jeu qui tournait sur PS Vita. Pas très bien, mais qui tournait quand même. Là, vraiment, le jeu, je crois que je suis à Ultra, puis j'ai vraiment vu aucune grosse baisse de FPS en jouant un petit peu dans l'intro. Hein. Il y a juste l'accélération de la souris dans macOS que je trouve toujours aussi mauvaise. Normalement, j'installe des logiciels pour régler ça. Je crois que c'est Linear Mouse, le nom de logiciel. Je ne l'ai pas encore fait sur lui. Mais sinon, voilà. On voit qu'il y a des petites baisses de FPS de temps en temps. Ça, c'est causé par la couche de traduction qui doit donc compiler en temps réel. C'est le même problème qu'il y a sur Steam Deck avec SteamOS. Normalement, après avoir joué quelques minutes, ça redevient beaucoup plus fluide. Donc voilà, vous voyez déjà que là, je fais juste bouger un peu, puis voilà, FPS il remonte tranquillement. Et normalement, ça devrait rester là jusqu'à ce que j'arrive d'une nouvelle zone, puis qu'il y ait besoin de régénérer des nouveaux shaders. Ça, c'est un jeu que j'ai pas encore testé. J'ai téléchargé pour ça. Shadow of the Tomb Raider, qui est probablement le seul jeu 3A que j'ai pour macOS. C'est aussi un jeu qui est relativement vieux, mais c'est un jeu qui est encore très beau puis qui est encore assez dur à faire tourner. Je crois que sur le M1, le jeu avait, même à l'eau, avait de la misère à tourner en 30 FPS, quelque chose du genre. Donc, si le M4 est capable de le faire tourner correctement, je serais quand même assez étonné et assez content. Évidemment, on n'achète pas un Mac mini pour jouer, mais si c'est une option, parce que si c'est votre seul ordinateur, parce que ça a vraiment 100% le potentiel d'être un ordinateur de bureau tout à fait normal. Si vous voulez pas un ordinateur portable pour une raison X, personnellement, j'attendrais probablement plus un MacBook Air M4. J'achèterais ça comme mon ordi personnel, mais bon, il y en a qui préfèrent vraiment avoir des ordinateurs de bureau. Ben, je pense que ça, c'est quand même important que ça puisse faire tourner des jeux si c'est votre machine personnelle. Donc, je vais juste le laisser tout par défaut. Donc, les graphismes en haut. On n'active pas Fidelity FX, tout ça. On va juste lancer le benchmark. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc on est autour de 40, un petit haut 40, bas 50 en 1080p, les graphismes à haut. Donc, évidemment, on pourrait un petit peu les baisser. On pourrait activer Fidelity FX, FSR. On pourrait baisser la résolution, peu importe. C'est quand même pas mauvais, surtout que là, par défaut, il y a quand même des options que moi, personnellement, j'activerais pas, comme par exemple le motion blur, comme l'anti-aliasing quand même relativement élevé, ce genre de choses-là. Probablement que je mettrais plus le jeu en médium, peut-être avec un petit peu d'FSR, pour être sûr, mais vite comme ça a quand même l'air d'être relativement jouable. Pour information, j'entends pas du tout le fan tourner. La machine est encore froide. J'ai vu la machine devenir chaude sur certains jeux, dont dans lui qu'on va voir juste après. Euh, la machine peut devenir très chaude parce que, évidemment, c'est Apple. Donc, comme Apple font tout le temps, ils attendent le plus possible avant d'allumer les fans. Fait que la machine devient très chaude. Mais elle surchauffe pas non plus. Là. C'est pas comme les anciens MacBook Air. Même les MacBook Air M2, M3, je pense qu'ils ont des problèmes de surchauffe pour les longues durées. Celui-là, vraiment pas ce problème-là. C'est juste que l'ordinateur en tant que tel devient chaud, c'est d'aluminium, mais les fans, ils finissent par embarquer, puis ça descend assez vite. Donc, il n'y a pas de problème y a pas de problème de limitation de ce côté-là. Donc là, on est plus autour de bas, milieu 40.
est quand même jouable. Probablement que ce serait une bonne idée de le limiter à 30 pour que ce soit plus stable ou même à 40. Mais c'est vraiment pas mauvais, sincèrement, pour un ordinateur entrée de gamme. Bon, évidemment, le modèle que moi j'ai acheté, c'est le modèle à 950 ou à 1000 à cause du SSD upgradé. Mais les performances seraient identiques sur le modèle de base à 700. Donc, 800, c'est 800, je crois. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je sais pas trop comment lire ça, mais on voit quand même que. Ce que je vois, c'est quand même relativement stable. Il n'y a aucun moment où il y a des super hautes montées en millisecondes, super basses en millisecondes. Ça, dans le fond, c'est que ça va calculer les FPS. Je crois que c'est 16 millisecondes, puis si on est en. Si on est en 60 FPS. Donc, ou 30 FPS. Donc, là, on le voit. Bon, voilà. Okay. Pas trop comment lire ça, mais c'est quand même acceptable. Maintenant, on va tester le plus gros jeu compatible macOS que je possède, c'est Borderlands 3 sur l'Epic Game Store. J'ai le jeu sur Steam. La version Steam n'a pas la version macOS pour une raison obscure. Je l'avais eu sur l'Epic Game Store parce que je crois qu'il le donnait gratuitement pendant un moment. Fait qu'heureusement que je l'avais pour pouvoir tester. C'est là qu'on va voir aussi que les couches de traduction peuvent vraiment faire des problèmes. Là, vu que j'ai un petit peu joué, probablement qu'on va pas les voir. Mais quand j'ai lancé le jeu la première fois, le jeu il tournait vraiment en 14-16 FPS. Là. Il était vraiment injouable. Puis c'était avec les graphismes à moyen. J'avais essayé de le mettre à fait, puis on était peut-être plutôt au 30 environ. Hein. C'était pas très. Au 20 plutôt. C'était vraiment pas très jouable. Mais après 5 minutes de jeu, le jeu est. J'ai pas d'afficheur d'FPS parce que je sais pas. Je connais pas d'équivalent de Fraps ou Afterburner pour macOS. Mais ce que j'avais pu voir dans le benchmark que j'avais testé, on était vraiment pas loin de 60. Puis en jouant, sincèrement, je pense qu'on est vraiment pas loin de 60. Donc même sur l'écran titre, on voit que c'est relatif, ça a l'air d'être correct. La première fois que j'ai lancé l'écran titre, c'était super haché, c'était super pas agréable. Donc là, le jeu, je l'ai juste mis avec les graphismes moyens, normal, je crois. J'ai essayé de jouer en faible, c'était un petit peu plus stable, sauf que la qualité des textures était vraiment basse. Donc, mais là, maintenant, vous voyez que c'est vraiment. C'est vraiment. Je vais pas dire que c'est parfaitement fluide. Dès qu'on va voir des ennemis, vous allez voir qu'il va peut-être avoir des petits bugs d'FPS. C'est la même chose que j'avais dit pour Borderlands 2 et tout ça. C'est juste qu'il faut que ça crée ses shaders. Donc, première fois qu'il y a un effet, il faut tout le temps qu'il recalcule. Donc, quand il y a des nouveaux ennemis. Mais sinon, sincèrement, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ça j'ai vraiment été étonné parce que, comme j'ai dit, quand je l'ai lancé, j'ai vu que c'était complètement injouable. C'est aussi un jeu que je me rappelle avoir testé sur mon MacBook M1. Puis c'était vraiment. C'était injouable, sincèrement. C'est un modèle 8G que j'avais. Donc c'est peut-être à cause de. C'est peut-être plus un problème de RAM qu'autre chose. Mais c'était vraiment. C'était injouable. Là. Puis j'ai aussi testé le jeu sur mon ordinateur portable Ryzen. À peu près même chose que sur le MacBook Air. Donc. Là aussi, je sais pas si ça va se voir à capture. Oui, ça se voit très bien. Il y a vraiment beaucoup de bugs. Quand ça bouge, vous voyez qu'il y a des déchirures un peu partout. Probablement qu'on peut régler ça en activant la V-Sync. Ah non, j'ai laissé. Ok, donc j'ai laissé les graphismes à faible. Je les ai pas mis à très faible. C'est ça que j'avais testé la première fois. Ok, donc c'est étrange parce que la synchronisation verticale est activée. C'est parce que j'ai. Ok, c'est quoi que parce que je l'avais limité à 140 FPS. Non, ça fait la même chose, peut-être même pire. Donc il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème au niveau de la synchronisation verticale, je crois. Peut-être que si on se met en plein écran normal, ça va le régler. Ça fait toujours ça. Donc, le jeu tourne vraiment bien. Malheureusement, il y a vraiment des gros problèmes de déchirure. J'imagine que ça doit juste être un problème avec la manière dont macOS gère la synchronisation verticale. Ok. Ça, je crois que peu importe votre machine, vous allez rencontrer ce problème-là. Bon, si vous êtes capable de juste l'ignorer, puis peut-être que si vous le connectez sur un écran voyons comment on appelle ça, Variable Refresh Rate, un écran FreeSync par exemple, peut-être que vous n'allez pas avoir le problème. Ça, c'est peut-être juste de la malchance de mon côté. Quoi que c'est un écran
Maintenant que j'y pense, c'est un écran... c'est un écran FreeSync, ça. Donc, je ne sais pas. Mais le jeu vraiment est très jouable. Probablement que si vous acceptez les FPS un petit peu plus faibles, vous pouvez le mettre en moyen élevé sans problème. Bon, maintenant qu'on a tout vu ça, on va voir une des raisons pourquoi je l'ai acheté. C'est pour le montage vidéo, pour le tester. Donc, j'ai testé pour pouvoir capturer avec mon téléphone puis l'application Camo. Donc, l'application Camo que j'ai juste installée ici. Donc, je peux pas vraiment vous le montrer parce que je l'ai pas connecté en ce moment. Ça fonctionne. Malheureusement, pas exactement comme je le voudrais. Donc, le 4K 30 FPS fonctionne très bien, beaucoup mieux que ce que ça fonctionnait sur le M1 ou comme j'ai dit sur mon MacBook M1, ça faisait juste finir par planter l'application à cause probablement d'un manque de RAM. Donc pour ça, ça va être bon. Malheureusement, pour le 60 FPS, c'est pas exactement. Ça fonctionne pas vraiment, ça fait la même chose. À ce que j'ai compris, ça, c'est normal, c'est plutôt causé par un problème au niveau d'Android avec l'application. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand chose que je peux faire de ce côté-là. Mais probablement qu'avec une machine, justement, un petit peu, avec une caméra et une vraie carte de capture, probablement que je serais capable. Donc maintenant, on va regarder pour le montage vidéo, comme j'ai dit. Donc l'application que j'utilise maintenant pour faire les montages vidéo, c'est DaVinci Resolve. Parce que je refuse d'utiliser Final Cut Pro, parce que je refuse de donner beaucoup d'argent à Apple pour, pour pouvoir faire ça. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez voir, c'est ma vidéo sur, sur les FPGBC. Donc, c'est une vidéo qui est 1080p 60 fps. Donc, juste se promener en tant que tel dans la timeline, il n'y a vraiment aucun problème de performance. Si je le fais jouer, vous pouvez voir que je ne vais pas le faire jouer trop longtemps parce que sinon les voix vont se mélanger. Il n'y a vraiment pas de problème. Je crois que la résolution là. En ce moment, il affiche littéralement la résolution normale. Donc, il est juste 1080p. Mais j'ai testé avec des fichiers source 4K. Il n'y a aucune baisse de FPS non plus là-dessus. Je peux vraiment zoomer puis juste faire du montage de manière totalement normale. Ouh, là, on fait n'importe quoi. On va annuler. Juste dézoomer pour bouger un peu plus. Après ça, on va aller. Je vais pas vous montrer comment DaVinci Resolve fonctionne, mais c'est juste pour dire que vraiment les performances, juste pour l'utiliser en tant que tel, fonctionnent vraiment excellemment bien. Je sais pas si c'est vraiment un mot. Après ça, j'ai fait plusieurs tests pour le rendu. Donc, je vais juste vous les lire, puis ça va vous les afficher à l'écran. Donc, comme base, sur ma machine personnelle, ma machine normale, qui est, comme j'avais dit, un Ryzen 5600X avec 32 Go de RAM. Puis comme GPU, c'est une Radeon RX 6700 XT. Donc, si je fais le rendu en mode H264, qui est le format standard un peu plus vieux, qui est encore utilisé dans la majorité des places, c'est 6 minutes 19, qui est vraiment acceptable pour une vidéo d'environ 30 minutes. Si je le fais en mode H265, qui n'est pas officiellement supporté par ma génération de carte graphique, il y a juste eu une affaire d'accélération matérielle qui a été rajoutée dans la génération 7000. Ça prend 6 minutes 43. Donc c'est un petit peu plus lent. Le fichier est un petit peu plus gros aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est quand même relativement rapide. Donc, pour comparer avec le M4, donc si je fais juste le rendu en H264, le temps c'est 7 minutes 34. Donc, c'est environ 1 minute 15 exactement 1 minute 15 de plus que sur mon ordinateur personnel. Ce qui est vraiment pas mauvais, encore une fois, pour une machine aussi peu chère. Puis c'est pas la raison pourquoi je l'ai acheté. En tout cas, c'est pas la raison principale pourquoi je l'ai acheté. Par contre, si je le fais en H265, là, le temps il descend à 5 minutes 14. Parce que là, cette fois-là, le GPU là-dedans supporte l'accélération matérielle pour le H265. Donc là, ça devient plus court. Donc, pas énormément plus court. C'est aussi plus court que le H264 et plus long environ. Mais c'est vraiment tant mieux, sincèrement. Je m'attendais pas à ce que ça le batte. Sincèrement, je pensais que ça allait être environ au même niveau comme le H264 l'était. C'est vraiment impressionnant que ça le soit.
Après, vu qu'on est sur Mac, évidemment, il y a des nouveaux modes disponibles. En fait, je peux même vous les montrer directement. Donc, si on fait exportation rapide, vous voyez H264, H265. Il y a aussi ProRes. Donc, ProRes, c'est les codecs Apple. Donc, ils sont juste portés sur les machines Apple. Donc, si je les paramètres par défaut qui sont ProRes 422 HQ, peu importe ce que ça veut dire, c'était en seulement 2 minutes 26. C'est ridicule à quel point c'est rapide. Petit problème! Le fichier que ça crée fait 93 gigs. Les fichiers sources font environ 6 gigs et demi ensemble. Et pour comparer, la version H264 faite par le Ryzen faisait 3 gigs 12. Puis la version H264 faite par le M4 faisait environ la même chose. Donc, ça fait des fichiers qui sont ridiculement lourds. Après ça, on peut le faire un petit peu plus basse. Donc, juste en ProRes 422, c'était en 2 minutes 50. Je sais pas pourquoi ça a été aussi plus long. Je pense que c'est juste un petit peu marge d'erreur. Ça l'a fait en 2050, comme j'ai dit, 61 gigs. Après ça, en ProRes 422 LT, je pense que c'est longue durée, 2 minutes 42, 41.89 gigs. Et finalement, dans le pire format ProRes qui est supporté, 422 Proxy, c'est en 2 minutes 40 pour un fichier de 18.8 gigs. Wow! Donc le ProRes est énormément plus rapide que H265, ce qui est vraiment très impressionnant. Mais la taille de fichier est ridicule. Si vous travaillez avec des fichiers sources qui sont aussi extrêmement lourds, ça vaut probablement la peine de le faire parce que il va y avoir beaucoup moins de compression. Pour moi, qui fait juste enregistrer avec un téléphone Android OBS qui fait de la compression matérielle, c'est ridicule. C'est ridicule. Avoir 6 gigs et demi de fichiers sources qui devient 93 gigs de fichiers finaux, c'est impossible à utiliser. Donc, malheureusement, ProRes, pour moi, ça va pas être une option. Probablement que l'option H265 va être la meilleure option. Mais voilà. Mais pour être honnête aussi, je crois que DaVinci Resolve est vraiment pas très adapté encore au Apple Silicon, qui est le nom qu'Apple donne à leur processeur ARM. Je crois que c'est beaucoup plus fait pour... je crois que c'est beaucoup plus adapté pour Final Cut Pro. Donc, je crois que Final Cut Pro est beaucoup plus rapide que DaVinci Resolve. Mais c'est pas ce que j'utilise et encore une fois, je refuse de l'utiliser parce que je veux pas utiliser un logiciel qui est limité aux machines d'Apple. Moi, je veux un logiciel de montage qui fonctionne sur n'importe quel système. Donc, DaVinci Resolve répond à ça parce qu'il fonctionne sur Linux, il fonctionne sur Windows et il fonctionne sur macOS. Voilà, donc je pense que j'ai pas beaucoup plus à vous dire pour cette vidéo-là. Donc, le Mac Mini M4, on peut même aller voir les prix en ce moment. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai acheté. Processeur central 10 cœurs, processeur graphique 10 cœurs, 5 GB de mémoire, 512 GB SSD 1050. Sincèrement, je vous recommande pas du tout d'acheter ça. Je vous recommanderais beaucoup plus d'acheter le modèle de base avec 256 GB et de connecter un SSD externe parce que de toute façon, c'est une machine de bureau. Donc, elle va pas bouger de place. Rajouter un SSD externe connecté en USB-C, ça va pas vraiment ajouter d'espace. Puis, je pense pour le prix qu'il demande, 250, vous pouvez probablement trouver un SSD. Probablement 2 SSD 2 Tera à ce prix-là. Donc, j'ai été un peu stupide de faire ça. Par contre, le modèle pareil, le modèle ici avec 24 GB de RAM, 512 GB de SSD, je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Par contre, après ça, il y a le modèle à 1900 qui est juste le M4 Pro. Le M4 Pro, il a l'air d'être vraiment excessivement bon comme processeur. Si vous voulez vraiment acheter une machine pour le montage vidéo, pour travailler avec de la musique, travailler avec ce genre d'affaires-là, je pense que ça vaut la peine de dépenser beaucoup plus, malheureusement, genre 1000$ de plus pour le modèle Pro. Je regrette pas d'avoir pris ce modèle-là. J'aurais vraiment dû prendre le modèle de base.
Mais c'est quand même vraiment agréable d'avoir plus d'espace disque. Vous pouvez voir que j'avais aussi installé UTM. Donc UTM, c'est pour pouvoir faire tourner une machine virtuelle Windows. Je vais pas trop vous la montrer parce que j'ai rien installé dessus. J'ai juste installé Windows pour voir s'il y avait une grosse baisse de performance côté CPU. Il n'y en a pas. Malheureusement, côté GPU, il n'y a pas encore d'accélération graphique. Bon, donc, mais donc, voilà, c'est juste pour vous montrer que oui, quand on a beaucoup d'espace, on peut se permettre de faire des affaires un peu stupides comme ça. Donc, voilà. Mais, sincèrement, le nouveau Mac Mini M4, je crois qu'il est vraiment excellent. Autant ça me fait mal de proposer, de dire aux gens d'acheter des choses Apple parce que ça reste quand même pas donné. Puis, je suis vraiment pas d'accord avec beaucoup de choses qu'Apple font, comme par exemple, faire que la RAM c'est 250 $ par 8 GB. C'est ridicule, ça devrait coûter 40. Les SSD que dans les nouveaux modèles qui sont pas soudés mais qui sont quand même impossibles à upgrader. Apple allait en enfer pour ça, ce genre de choses là. Mais malheureusement, c'est vraiment une bonne machine. C'est pas impossible de trouver quelque chose de semblable avec Windows. Par contre, trouver quelque chose qui utilise aussi peu d'électricité, parce que ça, je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai jamais entendu les fans tourner, même quand je faisais des montages vidéo à répétition pour pouvoir tester toutes les modes. La machine est un peu devenue chaude, mais pas tant que ça. Si je compare avec ma machine personnelle où les fans... je ferme la porte, puis dans la pièce d'à côté, on peut quand même les entendre. Puis ça doit utiliser environ le quart de la consommation électrique de mon ordinateur, de ma tour de bureau. Voilà, vous pouvez juste pas trouver quelque chose de semblable du côté Windows pour le moment. Probablement qu'il va avoir bientôt des nouvelles machines avec les nouveaux processeurs i7 qui utilisent apparemment beaucoup moins d'électricité. Mais là, pour le moment, il y en a pas. Fait que Apple, malheureusement, je pense que dans le moins de 1000 $ pour les meilleures performances sont pas mal les rois pour le moment. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, elle était un petit peu dure à faire à cause que j'ai été malade. Donc, j'ai dû faire des tests en étant pas capable de parler. Donc, ça a été un petit peu long. Donc, je m'en excuse. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.